Et donc voilà, toute cette dernière partie est consacrée à la réforme de l'assurance chômage, tant en France qu'en Allemagne, Mm. n'est-ce pas? Ouais, deux actualités en fait opposées, puisqu'on va, enfin, c'est ce qu'on va voir. Alors déjà, on va commencer par la France. Donc, pourquoi est-ce que la question du chômage revient sur le devant de la scène? C'est parce que donc il y a le projet de loi relatif à l'assurance chômage qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 11 octobre. Et en fait, donc c'est un projet de loi qui est là pour prolonger jusqu'à fin 2023 les règles d'indemnisation qui avaient été définies par la contre-réforme Pénicaud de 2019 et qui contient aussi quelques nouveautés. Alors déjà, pour rappel, donc, pourquoi est-ce que déjà en 2019, il y avait eu donc la loi Pénicaud. C'était donc soi-disant pour répondre au déficit de l'UNEDIC. Donc l'UNEDIC, c'est l'organisme qui gère l'assurance chômage. Et, euh, et donc le gouvernement, il voyait là une nécessité de réformer le mode de calcul des indemnités chômage. Et on va le voir, c'était donc une mesure qui était d'une brutalité sociale assez extrême, avec pour objectif donc d'économiser 3,4 milliards d'euros. Euh, alors, la contre-réforme Pénicaud, elle est rentrée en vigueur en fait en plusieurs étapes. Et donc, le nouveau mode de calcul, il est applicable depuis octobre 2021, si je ne me trompe pas. Et donc, avant, il fallait avoir travaillé 4 mois dans les derniers 28 mois pour être indemnisé. Avec cette réforme, on passe de 6 mois dans les 24 derniers mois. Et il y a surtout un nouveau mode de calcul où en fait, avant, on prenait la moyenne sur l'ensemble de la période, y compris les jours non travaillés. Et maintenant, maintenant, en fait, on prendra que les jours travaillés. Euh, Attendez, non, je crois que j'ai que, que, Merci. que j'ai inversé. Que j'ai inversé, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, à l'époque, on considérait aussi les jours non travaillés. Aujourd'hui, c'est que sur les jours travaillés. Donc, ce qui réduit considérablement l'allocation. Donc, c'est quelque chose qui a été retoqué par le Conseil d'État parce que c'était trop inégalitaire. Et donc, en fait, ils ont instauré un plafonnement de la prise en compte des jours non travaillés. Alors, en plus de ça, il y avait quelque chose qui pouvait paraître positif, qui a été introduit, c'était un système en fait de bonus-malus pour les entreprises ayant recours au contrat court. Mais ici, la question, c'est pourquoi en fait mettre un malus? On aurait tout simplement pu mettre un bonus. Ça aurait juste fait rentrer de l'argent dans le régime, alors que là, si on met en plus un bonus, du coup, en fait, enfin, on va donner de l'argent à des entreprises qui finalement vont juste faire ce qu'elle devrait faire, en fait, c'est employer les gens en CDI. Alors pour l'instant, il n'y a pas vrai, il y a aujourd'hui aucune étude sur les effets de la réforme, mais on a quand même quelques effets visibles aujourd'hui, puisqu'avant la réforme, on avait à peu près donc un chômeur sur deux qui était indemnisé, et aujourd'hui, on est passé à 36%, donc quasiment un chômeur sur trois. Donc c'est une diminution assez énorme. Et on l'a vu déjà, on a vu aussi des effets cet été avec la pénurie de saisonniers. Euh, alors, co- En ce qui concerne donc le projet de loi actuel, donc on l'a dit, en fait, il va juste faire en sorte de prolonger le mode de calcul de la contre-réforme Pénicaud. Et la principale en fait nouvelle mesure, c'est un ajustement de la durée d'indemnisation en fonction de l'activité. Donc en gros, ce que veut faire le gouvernement, c'est qu'en gros, quand l'activité économique va plutôt bien, donc on aurait des règles d'indemnisation plus dures. Et par contre, des règles plus souples quand l'activité serait en berne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout mesurer l'activité en temps réel. Généralement, les chiffres, on les a après. Alors, la proposition, finalement, ce serait de se baser sur l'évolution au cours des trimestres précédents ou alors sur l'avis d'un comité d'experts. Mais ici, bien sûr, on est dans quelque chose d'assez subjectif. Et ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que l'objectif principal ici, c'est quand même de faire des économies. Donc, on peut comme se douter voilà, qu'il y aura toujours quelque chose pour dire que les conditions économiques sont pas si mauvaises que ça et que les chômeurs auraient quand même pu faire quelques efforts en plus pour trouver du travail. Euh,
Et par contre, la réforme, elle touche pas au montant de enfin, elle modifie pas davantage le montant de l'indemnité. Ce qu'on sait, c'est qu'avant la réforme Pénicaud, les indemnités, elles étaient quand même de 1000 euros net par mois à peu près. Donc, ce qui aujourd'hui, avec un chômeur sur trois indemnisé, euh, ça, 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 ça ferait donc en fait 350 euros en moyenne par chômeur. Euh, et c'est un chiffre donc, qui est probablement encore plus bas aujourd'hui avec les effets de la réforme. Alors, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que finalement, le déficit, il est assez discutable et on peut même considérer qu'il a été largement organisé. Alors déjà, première chose, il faut rappeler quand même que le chômage, ça représente que 6% des prestations sociales. Donc bon, c'est voilà, si on veut faire des économies, c'est quand même loin d'être la priorité. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, les cotisations, elles couvrent l'ensemble des indemnités versées aux chômeurs. Euh, le problème, c'est qu'en fait, l'UNEDIC doit reverser 10% des cotisations qu'elle recueille à Pôle emploi, ce qui en 2019 a représenté 3 milliards, en sachant que le déficit était de 2 milliards. Donc ça veut dire qu'en gros, la partie assurantielle pure était en finale excédentaire. Euh, Aussi, au fil des ans, on voit qu'il y a de moins en moins de cotisations pour plus d'allocataires. Donc on peut voir moins de cotisations, c'est par exemple au travers de la suppression des emplois aidés, l'explosion des travailleurs français détachés, avec aussi le gel du salaire des fonctionnaires, qui fait que forcément les cotisations n'augmentent pas, avec en contrepartie le recul de l'âge du départ à la retraite, qui fait que forcément il y a les seniors qui vont en fait plutôt que de toucher la retraite vont rester au chômage plus longtemps. Autre point aussi, il y a encore Muriel Pénicaud qui finalement qui a facilité le recours au contrat hors CDI, alors que ce qu'on constate, c'est que les CDI, ça rapporte beaucoup plus que ça coûte à l'assurance chômage. Donc encore en 2019, les chiffres, c'était 29 milliards de recettes pour 19 milliards de dépenses. Euh, Petite chose intéressante à souligner aussi, c'est qu'en fait, le gouvernement finalement semble nous dire qu'il y a un problème de financement. Euh, le, le problème, c'est qu'en contrepartie, il nous dit aussi qu'il réduit le chômage. Alors on se dit, logiquement, s'il réduit le chômage, on devrait avoir davantage de cotisations. Donc, ce qui devrait, comme en grande partie, résoudre le problème du financement. Donc, ce qu'on peut comme se demander, c'est si finalement, c'est pas ce qu'on dit enfin, si ce qui se passe, c'est pas ce qu'on dit depuis assez longtemps. C'est qu'en fait, la baisse du chômage, c'est une baisse en trompe-l'œil. C'est que ça se fait surtout par des contrats courts, par des radiations, voilà. Euh, Autre point, on dit souvent que le système français est généreux. C'est pas forcément vrai, puisqu'on voit que finalement les Français cotisent beaucoup. Avant, donc en 2016, avant que Macron arrive au pouvoir, les Français cotisaient à hauteur de 6,4% de leur salaire, contre 3% en Allemagne et 1,6% en Italie, pour finalement un taux de remplacement qui était sensiblement le même qu'ailleurs en Europe. Voilà, alors avec tout ça, on peut quand même largement douter que finalement que Macron fasse de l'équilibre des comptes une priorité, puisqu'on voit que finalement, au contraire, dans beaucoup d'autres cas, il a su quand même, enfin, il faut le dire, vider les caisses de l'État pour se montrer très, très généreux avec les plus riches, hein, tel un Robin des Bois à l'envers, comme a l'habitude de le dire François Ruffin. On voit qu'en 10 ans, finalement, il a quand même privé l'État et les assurances sociales de centaines de milliards de ressources. Hein, il y a eu des baisses de charges, il y a le CICE qui coûte 20 milliards, et bientôt, et donc c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que d'un côté, il veut donc réduire les coûts de l'assurance chômage, mais d'un autre côté, il va bientôt supprimer donc la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui va nous faire perdre pas moins de 7,5 milliards d'euros pour une efficacité dont on peut douter, à savoir que c'est une mesure qui va principalement profiter aux grandes entreprises. Euh, voilà, alors même que
il y a récemment l'IRES qui a évalué les différentes aides aux entreprises et on voit qu'elles sont pas mal loties du tout, puisque ils ont estimé que donc en 2019, les aides aux entreprises ont constitué 8,4% du PIB. Et attention, ça représente 45% du budget de l'État. C'est énorme. C'est énorme. Et on pourrait dire par exemple que, donc, admettons qu'il y ait un problème de financement de l'assurance chômage, on pourrait dire que par exemple, ils auraient pu penser à augmenter les charges patronales qui n'ont pas évolué depuis 2003. Or non, c'est pas du tout le cas et voilà, c'est pas du tout ce qui prévoit de faire. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement l'idée réelle qu'il y a derrière donc les contre-réformes Macron, c'est que le chômage est en grande partie choisi et finalement qu'il suffirait de mettre la pression sur les chômeurs pour les remettre au travail. Voilà. Et dans toutes ces, malgré ce qu'ils peuvent dire, hein, ils disent oui, il y a un volet un peu plus répressif, mais il y a un volet social en fait aussi. Bon, le volet social, c'est finalement que finalement le chômage serait aussi ouvert aux auto-entrepreneurs, donc on attend de voir ça. Mais voilà, ça dépasse pas ça. Disons qu'il n'y a pas de grandes ambitions en matière de qualité de l'accompagnement et des formations, comme ça peut se faire par exemple dans les pays scandinaves. Voilà. Donc ça, c'était pour la France. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est en fait, c'est un petit peu deux pays, deux ambiances. C'est qu'en fait, en Allemagne, ils ont eu, il y a une vingtaine d'années, sous le gouvernement Schröder, il y a eu des réformes extrêmement dures, notamment de l'assurance chômage. Et là, aujourd'hui, on voit que l'Allemagne est en train de faire un peu machine arrière. Alors, on va voir ça donc déjà avec Mathias, qui va un peu nous résumer ce qu'ont été les réformes Hartz et qui s'appliquent toujours aujourd'hui. Et après, donc, je vais revenir pour vous parler donc justement de la réforme de Hartz IV avec le Bürgergeld. Oh, Maxime, aujourd'hui, il a eu des petits soucis d'Internet. Peut-être que sinon, en attendant que Maxime revienne, on avait une dernière partie que l'on peut peut-être commencer, comme ça reste dans tout le volet économique, parce que je ne sais pas trop au niveau de la... En fait, c'était la même... on va faire une petite pause avec Maxime, alors on va faire une pause avec la France et on va faire la pause, on va passer à l'Allemagne alors. On va commencer avec la réforme Hartz, les réformes Hartz. Donc, c'est présenter ça, c'est ce qui s'est fait en Allemagne il y a 20 ans, en 2002. Et sous le gouvernement sociodémocrate de Gerhard Schröder, donc avec les Verts. Et ces réformes Hartz, en fait, c'est un ensemble de 4 lois, donc Hartz 1, Hartz 2, Hartz 3, Hartz 4, qui était censé donc réformer le marché du travail et qui elle-même s'insérait dans un cadre de réforme encore plus grande qui était l'agenda 2010. L'agenda 2010 qui touchait donc tant à l'assurance chômage qu'aux retraites, également à l'éducation. Et là, ce qui est entre guillemets intéressant, c'est voir que l'éducation était vue d'une certaine façon assez utilitariste, c'est-à-dire de garder les enfants pour que les parents puissent aller travailler. Donc, en allongeant les horaires, puisqu'en Allemagne, avant, ils avaient surtout classe le matin, les enfants. Et maintenant, de plus en plus, ils ont classe l'après-midi également. Mais on voit que l'intérêt, c'est pas tellement au centre, n'est pas tellement l'intérêt de l'enfant, pédagogique, de se développer, mais surtout de pouvoir permettre que les parents aillent travailler. Voilà. Et donc, le noyau principal de ces réformes était celle du marché du travail, avec 3 idées au moins principales, trois idées philosophiques, on va dire, ou pas. Une, c'est la même qu'a mentionné Maxime à l'instant, était l'idée de réduire les dépenses de l'État. Et ça, Schröder l'a clairement dit le 14 mars 2002 dans un discours qu'il a exprimé. Ensuite, il y avait le postulat idéologique qui est constant chez les libéraux, c'est celui de la responsabilité propre des chômeurs. Donc, c'est leur faute s'ils sont au chômage, bien sûr, et donc il faut les contraindre à se bouger et être beaucoup plus strict avec eux.
Et enfin, un troisième postulat qui est que les travaux précaires sont un tremplin vers des travaux plus stables et de meilleure qualité. Donc, même si on a des mauvaises conditions de travail, c'est bien parce que ça nous permet de s'insérer dans le marché du travail. Donc ça, c'est voilà, c'est ce qui est assez faux, on va dire, dans les faits. Souvent, on voit des gens qui, pendant des dizaines d'années, ben, ils sont en contrat précaire et ça n'évolue pas. Alors, quelques points quand même de réforme. Donc, d'abord, ça a été une restructuration totale de l'Agence pour l'emploi. Également, la création d'agences de services de personnel qui étaient des sortes d'agences d'intérim qui avaient des contrats avec l'Agence pour l'emploi et qui étaient censées donc placer les chômeurs pour des missions ou en temps partiel. Et l'Agence pour l'emploi, chaque agence locale avait une obligation de créer un contrat comme ça avec ces agences d'intérim. Leur efficacité a été tellement remise en doute avec le temps que cette obligation pour l'agence de l'emploi a été supprimée en fait, puisque leur efficacité n'était plus tellement avérée. Je vais quand même remettre Maxime qui est revenu, mais je vais finir mon passage sur l'Allemagne pour pas trop couper. Salut Maxime. Désolé, salut. Voilà. En même temps, ce qui s'est fait a été totalement assez déréglementé l'usage des contrats à durée déterminée. Avant, on n'avait pas le droit de réembaucher quelqu'un qui avait été déjà embauché en contrat indéterminé dans la même entreprise. Ça a sauté complètement. Également, la limite à 2 ans pour les contrats à durée déterminée. Et puis après, il y avait également beaucoup d'aides aux entreprises qui embauchaient. Et enfin aussi le statut d'auto-entrepreneur. On a également incité les mini-jobs. Alors, pour ça, ceux qui n'habitent pas en Allemagne, c'est vraiment une spécialité d'ici. Les mini-jobs, c'est un contrat qu'on peut avoir jusqu'à 520 € par mois. Ça vient d'être actualisé à l'instant par l'actuel gouvernement. Et qui sont sans net d'impôt. On ne paye pas d'impôt dessus et on ne paye pas de cotisation retraite. L'employeur paye une petite partie pour la sécurité sociale. C'était censé combattre le travail au noir. Et en fait, ça a créé une flopée de travailleurs précaires et de travailleurs pauvres, en fait, qui ont que ce genre de travaux, donc qui n'ont aucune retraite. En fait, on leur enlève la retraite et qui n'ont de droit. Par exemple, on a vu maintenant avec le Covid, comme on paye pas, les mini-jobs ne payent pas l'assurance chômage, ils n'avaient pas le droit au chômage partiel. Donc des droits qui sont supprimés pour les mini-joblers et on considère qu'il y a quand même 5 millions presque, ou un petit peu moins de 5 millions de personnes qui n'ont qu'un seul mini-job. Donc ils vivent que de ça, de maximum 500 € par mois dans ces conditions et du coup, ce n'est pas des chômeurs puisqu'ils ont quand même un travail. Et puis on considère qu'il y en a 2 500 000 qui ont un mini-job plus un autre type de contrat. Voilà. Donc ça, c'est à peu près pour les mesures. Donc, et la grande mesure phare, c'était bien sûr voilà, la fusion de l'allocation chômage avec l'aide sociale de base pour les pauvres. En fait, c'est une fusion. Et donc, qui a été un petit peu augmentée, mais après, d'autres aides annexes ont été supprimées, ce qui fait qu'en fait, beaucoup de personnes ont perdu en fait, dans les aides finalement. Et a été introduit avec cette nouvelle allocation un contrôle très, très strict des chômeurs, où ils n'avaient pas le droit de refuser plus de 2 contrats acceptables. Et justement, la notion d'acceptabilité a été revue. Et la notion d'acceptabilité qui est définie, c'est que tout travail qui n'est pas contraire aux bonnes mœurs est considéré comme acceptable, sauf si le demandeur n'est pas en mesure de le faire pour des raisons de santé ou si l'éducation des enfants ou les soins à un proche sont mis en péril. Donc, peu importe les qualifications du chômeur, si elles sont nettement supérieures ou si le poste proposé il garantit un salaire suffisant pour vivre, ça n'importe pas. Et voilà. Et donc, on impose aux chômeurs des travaux, des contrats très, très précaires. On a même vu, en plus, il y avait toute une ambiance de contrôle. On a même vu des gens qui, avec cette allocation, mendiaient devant les supermarchés. Il y a eu des cas. Et où leurs conseillers Pôle emploi, enfin de l'agence, les voyaient
et du coup, on leur diminuait ce qu'ils avaient gagné en mendiant de l'allocation. Enfin, c'était vraiment une vision de les chômeurs, il faut les mettre à bosser, c'est des fainéants, ce qui en fait aujourd'hui est en France beaucoup dans le concept dominant. Et enfin, il y a eu également les fameux jobs à 1 euro, donc qui étaient payés 1 euro de l'heure, et donc qui venaient en complément de cette aide sociale. Donc finalement, l'aide sociale devenait une subvention pour les très bas salaires. Alors les conséquences, d'abord, il y a eu des grandes manifestations, non, les manifestations du lundi à l'époque. Et ensuite, il y a eu une telle quantité de plaintes aussi dans les tribunaux qu'ils étaient totalement surchargés. Il y a même des Bundesländer, des provinces allemandes, qui ont demandé qu'on diminue l'aide judiciaire pour les gens, pour éviter qu'ils aillent au tribunal, parce que voilà, il y avait tellement de choses à mettre en question ici. Et finalement, même la diminution des dépenses de l'État ne s'est même pas avérée, puisqu'en 2005, ils prévoyaient dépenser 15 milliards d'euros, et en fait, ils en ont dépensé 25 milliards, et l'année suivante, 1 milliard en plus. Alors, au niveau économique, les chiffres du chômage, après ça, ont baissé, les chiffres officiels sont passés d'environ 4 millions à 2 300 000, et donc le discours dominant dit, grâce à toutes ces réformes, l'économie allemande est allée mieux. Alors, en fait, on peut considérer que ça a été simplement une politique très vulgaire de dumping social, de baisse des salaires pour une économie qui est basée sur l'exportation. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc déjà, n'oublions pas, ce n'est pas un modèle, puisqu'on ne peut pas le répliquer partout, puisque s'il y a des exportateurs, il faut bien qu'il y ait des importateurs. Pas tout le monde ne peut être exportateur. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas un modèle. Et voilà, et il a généré cette classe donc de travailleurs pauvres, de personnes qui travaillent et pourtant, même s'ils travaillent même à temps plein parfois, sont pauvres. Hein, on considère que la part des salariés à bas salaire, dans la part de tous les salariés, elle est passée de 20% en 2007 à 24% en 2009. Elle reste à peu près là. Et qu'en 2019, 26 personnes des bénéficiaires de l'allocation chômage en fait travaillaient. Donc, ils devaient cumuler. Ils avaient un travail et ils devaient cumuler l'aide. Donc, c'est une réforme qui n'a pas laissé vraiment de bons souvenirs, surtout dans la gauche, et au point que ce sont les mêmes partis au pouvoir aujourd'hui qui remettent en cause en fait cette réforme et qui veulent transformer de nouveau tout le système d'aide sociale et d'allocation chômage. Mais ça, je vais le laisser à Maxime qui en parlera. Oui, alors en fait, ce qui est prévu actuellement en Allemagne, donc c'est de revenir sur la réforme Hartz IV. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mathias, qui était la fusion de l'allocation chômage et de l'aide de base, donc au travers de ce qui s'appelle le Bürgergeld, donc on peut traduire par revenu citoyen. Qui, s'il est adopté, donc là il est actuellement en discussion au Bundestag, et donc s'il est adopté, il serait mis en place à compter de 2023. Alors ce Bürgergeld, en fait, c'est pas quelque chose qui va vraiment réformer, changer la structure de l'actuel Hartz IV, mais qui va plutôt impulser une nouvelle philosophie. On peut y voir comme ici un vrai signal envoyé à l'électorat de gauche, et donc comme on l'a dit, qui va clairement à rebours de ce qui se passe en France, avec derrière la logique qui est de mieux former pour intégrer. En fait, on peut voir des évolutions donc, dans plusieurs domaines. J'en ai retenu 5. Donc déjà, il va y avoir plus d'argent, un peu plus d'argent, puisque l'allocation de base va être revalorisée et passer de 449 € à 502 €. Avec aussi donc des augmentations pour le conjoint et les enfants. Et nouveauté aussi, l'inflation sera prise en compte en amont et puis en aval. Donc ce qui aussi va faire gagner quelques euros. Deuxième point, il y a l'instauration d'un délai de grâce de 2 ans, donc pendant lequel les allocataires pourront rester dans leur logement même s'il est trop grand. Alors qu'aujourd'hui, il y avait des allocataires qui étaient obligés de quitter leur logement. Et aussi donc les économies des bénéficiaires qui seront plus pris en compte à hauteur de 60 000 € donc pour ouvrir des droits au Bürgergeld.
Donc concernant ces économies, ça c'est le troisième point. Après ce délai de grâce, les économies donc, qui seront plus pris en compte, qui seront pas pris en compte, ce sera à hauteur de 15 000 euros. Alors qu'aujourd'hui, donc en fait, c'est en fonction du. En fait, aujourd'hui, c'est 150 euros par année de vie de la personne concernée. Et donc voilà, pour donner un exemple, pour quelqu'un qui a 40 ans, ça fait 600 000 euros. Voilà, donc on a quand même un écart conséquent. Quatrième point, donc c'est au niveau des sanctions, puisque donc on sait que Artsphere c'est vraiment quelque chose qui est vécu comme quelque chose de très dur, qui fait assez peur aux gens si ils remplissent pas les règles, leurs obligations. Là, donc on change de philosophie puisqu'on instaure une période de confiance d'1 an, et donc qui est une période sans contrôle, sauf en cas d'absence répétée au rendez-vous avec les conseillers. Et après ça, il y aura la possibilité de réduire le Bürgergeld de 30% en cas de non-respect des obligations. Donc après cette période de confiance. Et il y a aussi la fin des sanctions donc qui sont plus sévères pour les moins de 25 ans. Le quatrième point, donc la quatrième évolution, c'est sur les offres d'emploi et la formation. Puisque donc avec le Bürgergeld, donc il sera mis un terme à l'obligation d'accepter toutes les offres si une formation ou une formation continue semble plus pertinente pour augmenter les chances de trouver du travail, avec l'objectif derrière que les allocataires se concentrent sur leur formation et sur leur réinsertion avec l'agence pour l'emploi, ce qui se fera au travers donc d'un vrai programme établi avec un conseiller. Et il y aura aussi l'introduction d'une allocation de formation de 150 euros qui sera aussi accompagnée de primes en cas de réussite de la formation. Et donc dernier point, donc il y a aussi donc aujourd'hui en fait quand on gagne plus de 520 euros à côté, on ne peut en conserver que 20%, donc cette limite va être augmentée à 30%. Voilà, donc ça c'est le dernier point. Et donc en conclusion, je vais reprendre les mots du ministre Hubertus Heil, ministre SPD, donc social-démocrate du travail, qui dit que le revenu citoyen est un signal fort de respect vis-à-vis des allocataires. Ils doivent pouvoir parler sur un pied d'égalité avec les agents du Job Center. On ne veut plus forcer les gens à prendre des petits boulots d'appoint, il faut les former pour les intégrer durablement au marché du travail. Donc là, voilà, on passe vraiment sur une logique assez différente de ce qui s'applique aujourd'hui. On espère vraiment que ça ira dans ce sens, que c'est pas que des mots, et que cette réforme, bien sûr, n'est qu'un début, et qu'elle peut être à l'origine d'une réelle évolution sur la façon de considérer le chômage et les chômeurs en Allemagne, et qui sait peut-être en Europe, quand on connaît le poids de l'Allemagne. Voilà, donc je pense qu'on en a fini avec cette comparaison France-Allemagne, qu'on a quand même bien vu qu'on est là face à deux mouvements très différents, que les Allemands ont fait des erreurs dans le passé et qu'ils en tirent les conséquences aujourd'hui, et que la France est sur le point de reproduire ces mêmes erreurs, malheureusement. Voilà. Et donc, je crois que notre émission touche à sa fin.